Bonjour, je suis ravie de vous retrouver une fois encore sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. En 2015, le pavillon de Monaco accueillera ses premiers visiteurs à Milan, un pavillon construit pour la prochaine exposition universelle et qui a été présenté en avant-première au Fairmont Hotel. Et puis nous nous rendrons dans les coulisses des préparatifs de New Generation. Les jeunes étoiles montantes du cirque s'entraînent dur sous le chapiteau de Fontvieille. Les journées de la BD s'invitent à Monaco et nous jouerons prochainement leur festival. Et puis nous vous parlerons du Monte Carlo Boxing Bonanza qui se déroulera samedi en Principauté. La boxe est de retour au Sporting d'été. Depuis le mois de juillet, l'officialisation de la participation de Monaco à la prochaine exposition universelle de Milan. Nous vous parlons régulièrement de l'avancée du projet de construction du pavillon monégasque. Eh bien, ce pavillon a été présenté le 30 janvier au Fairmont Hotel. Les détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Un espace de 1010 mètres carrés pour répondre à la thématique de la première exposition universelle consacrée à la sécurité alimentaire. Nourrir la planète, énergie pour la vie. La principauté de Monaco a choisi de construire son propre pavillon pour présenter des espaces liés à la solidarité, la durabilité et l'innovation. Évoquer l'excellence solidaire afin de nourrir la planète autrement, en soulignant plusieurs axes comme la coopération, la gouvernance et la pédagogie. C'est un élément de promotion, ça c'est l'aspect économique, touristique, mais c'est un élément de valorisation qui permet aussi de présenter le pays sous des facettes qui ne sont pas toujours les facettes connues. C'est le cas, ce sera le cas pour l'exposition de Milan 2015, puisqu'on a volontairement choisi de traiter le thème qui est la nourriture dans le monde, mais de la traiter sous l'aspect humanitaire, qui est un des moyens internationaux de faire reconnaître les actions de la principauté. Le pavillon de Monaco s'étendra le long du boulevard des pavillons internationaux, à quelques pas de ceux du Japon, de la Russie ou encore de la Turquie. Deux termes pour le définir, audacieux et original. L'architecture signée Enrico Pollini s'articule autour de plusieurs symboles. Ce pavillon surprendra parce qu'il est composé dans sa structure de conteneurs que nous avons modifiés, mais qui pourront être réutilisés en tant qu'espace de stockage. Il y a également dans le centre une vaste toiture qui est une toiture verte et des espaces à l'intérieur pour l'exposition proprement dite, pour accueillir les visiteurs, également pour accueillir les VIP qui, je l'espère, nous rendront visite à Milan et pour lesquels on pourra organiser des événements particuliers. Autre élément, le toit, dont la forme rappellera le relief de la région du Sud-Est avec ses montagnes tombant dans la Méditerranée. Après l'officialisation de la participation monégasque, un autre chapitre s'est donc ouvert. Aujourd'hui, c'est une étape très importante puisque nous avons enfin la possibilité de montrer le projet de pavillon, de dévoiler l'architecture, de parler de la scénographie, de enfin dire Urbi et Orbi tout ce qui a constitué ce projet jusqu'à maintenant. Et c'est une grande fierté d'abord pour l'équipe de Monaco Interexpo qui a durement travaillé et puis aussi pour la visibilité de nos partenaires puisque c'est un des axes forts de cette nouvelle participation à Milan. Et des sponsors et partenaires comme ESCO, le Fairmont Monte Carlo, Green Vision, Écosystème ou encore le musée océanographique qui suivront à coup sûr l'évolution de la construction de ce projet. En parallèle de cette étape de communication qui est primordiale, nous allons déposer le 8 février, d'ailleurs vendredi prochain, le travail continue, nous déposons ce que nous appelons le projet détaillé, qui est une sorte de pré-permis de construire et qui va très rapidement s'enchaîner sur le permis de construire. Début des travaux, avril, donc première pierre, donc les étapes importantes s'enchaînent, oui. Et avant même sa construction, la seconde vie des éléments qui constitueront ce pavillon a d'ores et déjà été abordée, puisqu'il sera relocalisé au Burkina Faso au profit de la Croix-Rouge pour la création d'un centre de formation aux premiers secours notamment.
Et puis, vous l'aurez compris, nous avons décidé de vous présenter ce journal au cœur des coulisses du festival New Generation. Alors, une semaine après la fin du 38e Festival international du cirque de Monte-Carlo, le chapiteau de Fontvieille va vivre 2 nouvelles journées festives ce samedi et ce dimanche. La jeune génération du cirque va entrer en piste pour la 3e édition de New Generation. Patricia Navarro a assisté pour vous aux ultimes répétitions. Après leurs aînés, place aux jeunes artistes de cirque. Ils vont s'emparer du chapiteau de Fontvieille pour 3 spectacles le temps d'un week-end. Le festival New Generation a été créé il y a maintenant 3 ans. À sa tête, une jeune femme qui, elle aussi, incarne la relève. Pauline Ducruet, la fille de la princesse Stéphanie, a voulu à son tour s'investir au service de la grande famille du cirque, comme l'ont fait avant elle son grand-père, le prince Régnier, et sa maman. En fait, je veux vraiment que ça soit parfait et que les gens soient vraiment impressionnés. Donc du coup, voilà, j'essaye à ce que tout se passe très bien et que voilà. Alors ça fait maintenant 3 ans qu'est organisé New Generation. Avec le recul, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous obtenez sur la piste exactement l'objectif que vous vous étiez fixé au départ? Oui, je suis très très fière de ce festival. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et de voir tous ces artistes chaque année qui reviennent et qui sont contents d'être là, c'est la plus belle des récompenses en fait. Moi j'ai toujours vraiment tout aimé, que ce soit les clowns, les animaux, les acrobates, les aériens. C'est vraiment tous les numéros en fait me fascinent et je me demande les heures de travail qu'il y a derrière. Donc du coup c'est toujours fascinant. Cette année on a vraiment un très beau plateau, un beau spectacle. Et c'est vraiment des jeunes artistes qui sont déjà tellement professionnels et qui ont des numéros aboutis et qui pourront avoir qu'une énorme marge de progression. Et pour nous, au festival, comme on dit, des grands, ça nous donne des réserves où aller puiser des numéros originaux et d'une grande qualité. Les numéros qui passent ici à NJ ont déjà assez de talent pour passer au festival des grands. Donc c'est vraiment de bon augure pour l'avenir du cirque. Ça se renouvelle et ça continuera longtemps. 16 jeunes troupes ou artistes solos seront en piste tout au long du week-end. Certains appartiennent à de grandes familles de cirque comme les Gartner et leurs éléphants. D'autres sont des élèves d'écoles de cirque. L'affiche est très internationale, avec des participants venant de Russie, d'Allemagne, de Belgique, du Portugal ou de Chine. Sur piste, je travaille les éléphants, mais quand même on travaille même les équilibres, on ne fait pas. Et je travaille avec mes cousins, avec les éléphants. Au début, j'étais tout petit, je voulais aller voir le cirque. Et alors j'ai écrit une lettre à la princesse. Et alors elle m'a renvoyé une lettre en me disant qu'elle avait trouvé ma lettre très jolie et qu'elle voulait que je vienne ici, mais pas seulement pour le regarder, mais de le faire. C'est une très belle expérience pour nous, car jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que dans un cirque en Allemagne. C'est la première fois que nous nous produisons hors du pays. Qu'allez-vous faire ici, dimanche et samedi? Nous faisons des acrobaties au sol et des sauts. 2 spectacles seront donnés samedi et c'est à l'issue de la représentation du dimanche que seront remis les juniors d'or, d'argent et de bronze, couronnant ainsi déjà, même à leur jeune âge, de longues heures de travail. Pour travailler, il faut travailler très dur. Et si le cirque attire la foule, la BD, elle aussi, séduit le public. La médiathèque de Monaco vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le mini-festival de la bande dessinée, l'endroit rêvé pour les amoureux du 9e art. Plus de précisions sur l'événement avec Cyrielle Daguenot. C'est une première en principauté. Du 7 au 8 février, la médiathèque de Monaco accueillera l'univers de la bande dessinée. L'occasion pour les amateurs de BD de découvrir les 4700 albums de la médiathèque, mais surtout de rencontrer des auteurs du genre. 11 dessinateurs seront à l'honneur, de Mordillo, résident monégasque, à Georges Ramaioli, fervent niçois. Ils sont tous originaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au programme Atelier en tout genre, afin d'assurer une ambiance conviviale et ludique. Alors, le matin, il y a un atelier vraiment de dessin sur les techniques de la bande dessinée. Et puis l'après-midi, il y aura une conférence, table ronde, mais aussi en direct un concert dessiné. Donc, c'est une performance artistique qui sera réalisée
en direct, et puis aussi un autre dessin que l'on verra apparaître et qui sera réalisé par plusieurs dessinateurs en même temps. Pendant ces 2 journées, petits et grands seront également amenés à débattre de l'avenir de la bande dessinée avec les artistes présents. Ça, c'est très très important de pouvoir partager avec nos lecteurs, parce que le métier de dessinateur, vous savez, c'est un métier un peu solitaire, hein. On est chez soi comme ça, et puis après on envoie une bouteille à la mer, qu'on envoie on ne sait pas où, et puis on ne sait pas où ça va. Donc les festivals, c'est la remontée de cette bouteille à la mer, c'est les gens qui ont trouvé la bouteille à la mer qui viennent nous voir en nous disant ce qu'ils ont pensé de tout ça. Ce mini-festival débutera vendredi 7 février avec une séance ciné à 19h. La médiathèque projettera le long-métrage d'animation Persépolis de Vincent Parano et Marjane Satrapi. L'entrée est gratuite. Dans le reste de l'actualité en principauté. Et si vous êtes passionné d'architecture, d'urbanisme et de décor, l'exposition Monacopolis est faite pour vous. Organisée à la Villa Saubert, cet événement joue les prolongations. L'exposition a connu un tel succès qu'elle restera ouverte jusqu'au 23 février. Et dès dimanche, son entrée sera libre et gratuite. Ouvrons à présent une page sportive. La boxe revient au premier plan en principauté. Samedi, la Salle des Étoiles accueillera le Monte Carlo Boxing Bonanza avec 8 combats au programme. La conférence de presse en présence des boxeurs s'est déroulée mercredi au Casino. Un reportage de Frédéric Elion. C'est une discipline qui prend de plus en plus d'importance en principauté. La boxe revient à Monaco avec une 3e réunion de prestige à la Salle des Étoiles samedi. Après 2 soirées consacrées au Monte Carlo $1 000 000 super fort, la Société des Bains de Mer organise, en partenariat avec Golden Gloves, le Monte Carlo Boxing Bonanza le 1er février dès 17h30. Au programme, 6 combats, dont 2 championnats du monde, plus le combat amateur du jeune boxeur monégasque Hugo Mikalev, opposé au Toulousain Imet Ziani. Les boxeurs étaient réunis au Casino mercredi pour une conférence de presse. La tête d'affiche de cette réunion, c'est le Kazakh Gennady Golovkin qui fait son retour en principauté avec un bilan impressionnant de 28 victoires, dont 25 par KO et 0 défaite. Je suis heureux d'être ici. Monaco est un super endroit pour boxer, un beau pays. Je suis en forme, j'espère être aussi bon sur le ring que lors de mon précédent combat ici. Je me sens vraiment bien. My performance is very good, I feel great. I respect my opponent, he's a very strong fighter. And we have a lot of time. Je respecte mon adversaire, c'est un très bon boxeur. J'ai une stratégie bien définie, un plan en tête. Mais chaque combat est différent, vous savez, je suis prêt à tout type de combat, s'il préfère boxer à distance ou justement casser cette distance. Son adversaire pour ce championnat du monde WBA est IBO des poids moyens, le Ghanéen Ozumanu Adama, 22 victoires pour 3 défaites et une envie de briller à Monaco. Je me sens bien avant ce combat, j'ai hâte de me mesurer à lui. Je suis confiant, comme toujours, vous savez, boxer c'est mon métier. Je n'ai pas fait de préparation spécifique pour ce combat, je m'entraîne dur tous les jours. Je me réveille et m'endors en pensant à la boxe. Je sais que Golovkin est un très bon boxeur, très intelligent, mais je vais prouver que je suis aussi un des meilleurs boxeurs au monde. Parmi les autres combats, le championnat du monde IBO des poids coqs entre le Philippin Ray Loreto et le Sud-Africain Joey, ou le combat des poids moyens WBA opposant l'Ukrainien Boursak à l'Irlandais Fletcher. Ce Monte Carlo Boxing Bonanza sera diffusé dans plus de 150 pays. Sport, et nous allons à présent vous parler football avec la 23e journée de Ligue 1. L'AS Monaco se déplace à Lorient samedi. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre? La réponse avec Émilie Rousseau. Forte de sa victoire dimanche dernier face à Marseille, l'AS Monaco s'attend à un match difficile samedi après-midi au stade du Moustoir. À l'aller, le club de la Principauté avait dominé cette équipe de Lorient, 1-0. Un match qui aurait pu changer de physionomie dans les toutes dernières minutes de jeu car les Lorientais s'étaient montrés déterminés. Actuellement 10e au classement, les joueurs de Christian Gourcuff savent recevoir. Ils ont signé 6 victoires à domicile sur 10 matchs joués et c'est cette statistique que craint Claudio Ranieri. Je pense que ce sera un match très difficile parce que Lorient a fait... Ils ont 31 points, mais 21 à la maison. Donc,
sera un match très 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 difficile. Les derniers 4 matchs, on fait 3 victoires, un match nul. Toujours, on fait le but à la maison, seulement 2 fois contre Marseille, qui ont perdu 0-2, et contre une autre équipe. 3 fois, on fait match nul. Donc, il n'est pas facile. Et le terrain artificiel, c'est autre chose dangereuse pour nous parce que le cerveau n'est pas habitué à jouer sur les terrains synthétiques. Donc, ne sera pas facile. En effet, Lorient joue sur synthétique, un terrain sur lequel les Monégasques vont vite devoir s'adapter s'ils veulent revenir avec les 3 points de la victoire. É diferente de todos os campos que nós já jogamos, eles estão habituados. Le synthétique est un terrain très différent. Il va falloir vite s'habituer car le ballon va plus vite et il y a beaucoup plus de rebonds. Les joueurs de Lorient sont déjà habitués à ce genre de surface. Pour Monaco, cela va être nouveau, donc il va falloir vite s'adapter et tout faire pour gagner ce match. Et en cas de défaite du Paris Saint-Germain face à Bordeaux, Monaco pourrait être premier ex-aequo au classement en cas de victoire. Lorient-Monaco, c'est samedi à 16h30 au stade du Moustoir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique. Alors, va-t-il continuer de pleuvoir ou le soleil sera-t-il enfin de retour? La réponse tout de suite dans la météo. Samedi, les éclaircies pointeront timidement le bout de leur nez dans la matinée, mais malheureusement le temps se détériorera l'après-midi avec le retour de la pluie en début de soirée. Les températures quant à elles resteront conformes à la saison, comptez 8 pour les minimales et 13 pour les maximales. Dimanche matin, toujours des nuages et des averses orageuses, quelques percées du soleil, mais en seconde partie de journée. Le temps sera quant à lui très frais et des rafales de vent se feront sentir tout au long de l'après-midi. Lundi, remontée sensible de la température en cours de journée et retour du soleil. Même si le temps s'améliorera, le ciel continuera à nous jouer des tours. Et ce sera le cas mardi avec un temps changeant au programme des éclaircies, des nuages et de la pluie. C'est la fin de ce journal. Retrouvez à présent la suite de votre programmation avec Coach You et Mona Cook. Comment allier ligne et plaisir. Au revoir.